Bonjour à tous et bienvenue. Cette vidéo est le deuxième épisode d'une série qu'on pourra appeler House of Zahavi, avec dans le rôle de Frank Underwood, Pini Zahavi, qui est peut-être le président des agents, du moins celui qui a commencé la profession quand elle n'existait quasiment pas, qui a formé les agents, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Amérique du Sud, et également celui qui a eu 20 ans d'avance, notamment dans le cas des tierces propriétés. Cette vidéo va se concentrer sur ses relations avec le Barça depuis une quinzaine d'années, et également avec Neymar. Mais avant toute chose, petit point sur ce dit transfert qui agite tout le monde. Alors aujourd'hui, nous avons quasiment la certitude que le montage financier est très compliqué à faire. Il va dépasser la sphère footballistique. Donc on parle potentiellement, ce qui est véridique, d'intérêts qataris qui rétribueraient une part de l'actionnariat à une société forcément étrangère, qu'elle appartienne au droit d'image de Neymar, qu'elle appartienne au père de Neymar ou autre. Alors maintenant, ma seule question est, quand avec des décisions si compliquées, comment Antero Henrique, aussi bon directeur sportif qu'il soit, ou Nasser El Khelaifi, aussi gentil qu'il soit, puisse avoir une influence quand l'action se passe 20 000 lieues au-dessus de leur tête. Et encore plus fort, comment des gens comme vous et moi pouvons avoir accès à ça? On ne peut pas, c'est aussi simple que ça. La seule chose où on peut avoir accès, c'est les hésitations potentielles de Neymar, qu'il parle avec des coéquipiers. Alors ça, je veux bien le croire, mais ça soulève une deuxième question. Est-ce que c'est Neymar réellement qui va décider de ce transfert-là ? Est-ce que ce transfert-là n'est pas quelque chose qui dépasse totalement ce joueur et le cadre footballistique ? Donc, comme je le dis souvent, la seule chose qu'on sait dans le mercato, et encore plus dans ce dossier-là, c'est qu'au final, on ne sait rien. Maintenant, retournons à Zahavi et ses liens avec Barcelone. On arrive au début des années 2000, excusez-moi. Donc début des années 2000, avec un certain Laporta, un avocat catalan, qui cherche à briguer la présidence. Alors, mes deux sources pour cette anecdote s'appuient sur un livre de Pep Guardiola, Another Way of Winning, écrit par Guillem Balaguer. Balaguer, c'est la personne qui a notamment écrit la biographie de Cristiano Ronaldo, qui est disponible aux éditions Hugo Sport. Balaguer, c'est une des sommités du journalisme sportif mondial. La deuxième source, c'est ce livre-là, de Graham Hunter, un auteur et journaliste écossais. Ce livre, The Making of the Greatest Team in the World, Barça, a été élu en 2013 en Angleterre, livre sportif de l'année, ce qui vous classe quand même l'œuvre. Et donc, allons-y, je vais vous citer un passage et vous allez comprendre l'importance de Pini Zahavi au Barça. Donc, à l'époque, Laporta contacte Sandro Rosell, un fan comme lui du Barça, et d'autres personnes afin de le rejoindre justement dans son projet de candidature. Et il a notamment Ferran Soriano, qui est un businessman plutôt riche de seulement 36 ans, avec une expérience à l'international dans le marketing et les télécommunications. Soriano donc donne une interview. J'ai rencontré ce groupe de gens, Laporta et tous les autres, et ils étaient vraiment dans l'idée... Ils étaient vraiment dans l'idée d'obtenir la présidence, mais ils n'avaient aucune idée de comment on organise une campagne gagnante. Donc, alors après il dit, j'ai appelé un expert à Washington DC. C'était une Catalane qui a été une organisatrice de campagne ici. Et je lui ai demandé comment on organise une campagne et comment on organise une campagne qui gagne. Elle m'a donné un tutoriel pendant 1 heure au téléphone. J'ai mis tout sur papier et on a adapté ces règles à notre point de vue local. Et en gros, ces règles, il y en avait deux. La première, c'était d'utiliser l'image et la personnification donc de Laporta, qui visiblement, selon les dires, avait également du charisme. Donc, afin que les gens s'identifient à lui. Et la deuxième chose, c'était de répéter des concepts très simples afin que le cerveau l'emmagasine. C'est-à-dire tous les jours, tu répètes. Et le principe, notamment, c'était de parler des nouveaux joueurs. Et à ce titre-là, il y a cette rumeur que David Beckham viendrait à Barcelone. Alors que dans ce même livre, nous apprenons que le deal concernant Manchester United et le Real Madrid avait été dealé bien avant, donc là vous voyez, c'est cette page-là, entre les deux clubs. Alors, pourtant, Manchester United va publier un communiqué disant que Barcelone a fait une offre qui est susceptible, qui est exactement celle attendue par Manchester United pour le joueur. Cela ne veut pas dire que Barcelone a parlé à David Beckham. Parce que le deal déjà était fait. Maintenant, prenons la campagne donc, de Laporta. Il y a Sandro Rosell qui est devenu après un de ses vice-présidents. Sandro Rosell était très ami à l'époque avec un certain Florentino Pérez. Parce que si tu fais une promesse de campagne évidemment fausse, tu ne peux pas te mettre tout le monde à dos. C'est un deal assez... D'ailleurs c'est comme un billard à 3 bandes. Et là, qui on a ? On a Pini Zahavi. C'est Pini Zahavi qui orchestre la fuite médiatique avec l'aide de Peter Kenyon, à l'époque directeur technique de Manchester, et également avec Sandro Rosell, donc, qui deviendra après vice-président du Barça. Parce qu'évidemment, ça n'a froissé ni Madrid, ni United, ni le Barça, mais qui a été élu au final en Catalogne ? Laporta. Et Roustou, qui arrive très très peu après, qui l'emmène ?
Pini Zahavi. Pini Zahavi va également gérer beaucoup de joueurs du Barça ces dernières années, que ce soit Giovanni Dos Santos, que ce soit Fabio Rockenbach, que ce soit le jeune milieu israélien Guy Assouline, qui était présenté comme un très très grand et qui malheureusement n'a pas répondu à toutes les promesses. Je crois qu'il a seulement une sélection avec l'équipe nationale d'Israël. Et également Javier Mascherano, venu par l'intermédiaire de certains associés de Zahavi. Et Rosell, vous allez me dire. Rosell, c'est un ancien directeur de Nike, qui donc arrive après au Barça et qui est fondamental dans le transfert de Ronaldinho au Barça. C'est-à-dire qu'à l'époque, Manchester United est dessus par l'intermédiaire de ce fameux Peter Kenyon. Mais quand Kenyon appelle le président du PSG, Graille, il lui donne un montant au téléphone et par fax il lui en met un qui n'est pas vraiment bon. Et vous allez me dire, Rosell, grâce à Nike et plein d'autres choses, a été fondamental dans la venue de Ronaldinho. Mais Rosell et Laporta, qui au final les a amenés ici? Qui a orchestré un peu tout ça? Qui a été dans l'ombre? Pini Zahavi. Et donc, pour Ronaldinho, d'ailleurs, c'est assez marrant, puisqu'en 2008, nous apprenons que le frère de Ronaldinho, qui le représente, assiste à un match Manchester City-Chelsea, donc dans les loges de l'Etihad Stadium. Et qui est avec lui? Pini Zahavi. Et c'est dans le même temps, des négociations sont menées avec City, dont l'entraîneur Sven-Goran Eriksson est géré par Pini Zahavi, qui le connaissait du temps de Benfica. Et donc, c'est assez drôle de voir ça, puisque surtout pour Ronaldinho, c'est un peu chasse gardée, mais Zahavi, avec les joueurs brésiliens, il a absolument porte ouverte. Je vais parler notamment de Robinho, parce que vous allez me dire. Donc Laporta et Zahavi sont comme les deux doigts de la main. Eh ben non, parce que Zahavi ne répond à aucun agenda, j'ai envie de dire. Il répond, c'est quelque part, une de ses grandes qualités, c'est que je pense qu'il n'est pas dans le manichéisme. Il est dans le fait de se dire que une vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Dans l'idée, tu fais le deal de Robinho avec le Barça si tu as tes entrées. Mais avec Wagner Ribeiro, tiens Wagner Ribeiro, ce serait pas l'agent de Neymar? Ah si. Donc ils mettent ce joueur à Madrid et après les deux vont l'envoyer aussi à Manchester City. Ça deviendra le joueur le plus payé de l'histoire à l'époque et peu après Robinho stoppera la collaboration avec les deux, notamment avec Ribeiro. Mais ça c'était pour montrer que Zahavi n'a pas répondu seulement au Barça. Mais prenons un peu plus ses relations avec Laporta. En 2009, Laporta assiste au mariage de la fille de Zahavi en Israël et passe du temps avec plusieurs politiques et assiste également à plusieurs sessions médiatiques. Ensuite, l'année suivante, un article de Marca écrit par Luis Rojo explique que Laporta a profité de ce séjour afin de contracter une firme israélienne basée en Suisse afin d'assurer sa sécurité et celle du club. Cette information est confirmée dans un long article du Confidencial peu après. El Confidencial, c'est un journal digital espagnol qui fait de très très longs articles de fond. Aujourd'hui, je crois que c'est le numéro 3 en Espagne. Et donc dans ce long article, on voit tous les liens de pourquoi il y a une demande de sécurité. Donc je vais mettre le lien. Pour ceux que ça intéresse, je le fais très brièvement. Ça remonte à un Barça-Chelsea de 2006 où le grand acteur Sean Connery veut assister au match. Donc il passe par Arnon Milchan, qui est un grand producteur de cinéma, qui connaît un peu Laporta. Et en fait, il y a besoin d'un service de sécurité. Et Milchan aide un peu Laporta. Et ensuite, selon un article donc, de Guardian de 2013 et également celui du Confidential, il y a une société qui appartient un peu à Milchan qui s'appelle Blue Sky International, une société israélienne basée en Suisse qui serait celle-ci qui gagnerait 35 à 36 000 euros par mois payés par le Barça afin d'assurer la sécurité. Alors après, il y a eu une très très grande polémique en 2015 avec un article du Mundo Deportivo qui a été qualifié de brûlant antisémite. Je ne vais pas vous faire la citation, je vous mettrai le lien pour vous pourrez le voir. Entre guillemets, on disait que ces gens-là étaient des anciennes personnes du Mossad. Alors après, le vrai, le faux, j'ai envie de dire, on ne pourra pas trop savoir. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est que Laporta, après, en 2010, va mandater Pini Zahavi pour trouver un point de chute à Zlatan Ibrahimovic. Pourquoi? Parce que Laporta est en froid un peu avec Raiola. Alors, même si c'est Mino qui gère le deal au final, ça montre l'importance et la confiance que Zahavi avait pour les dirigeants barcelonais. Parce qu'au final, Laporta, qui aujourd'hui aimerait bien retrouver la présidence du Barça, Laporta est un businessman. Alors, il y en a qui vont dire, il appartient, c'est un ami d'Israël, etc., etc. C'est vraiment une thèse qui est, notamment en Catalogne et autres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a des intérêts, notamment dans une société qui s'appelle Yumi, une société de télécommunications israélienne qui fait un truc un peu comme WhatsApp, il a 30%. La seule vérité, c'est que Laporta, il est attiré par le pouvoir et par l'argent. C'est-à-dire qu'il a des liens en Suisse, il a des liens en Suède, etc. Notamment, il a des liens un peu aussi avec un ancien mania du porno. Enfin bref, c'est quelqu'un de très 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 obscur. Et la seule chose que je veux dire, c'est qu'il faut quand même prendre des gants quand tu parles de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de versions qui circulent. Et c'est jamais évident. Il faut s'en contenter aux faits. Et aux faits, c'est que Laporta, après son départ, a encore aidé Pini Zahavi, qui avait un lien visiblement charnel avec Barcelone. Puisqu'on parle de Xavi maintenant. Xavi, je n'ai pas besoin de le présenter, mais quand il va au Qatar, je vais vous citer Bayram
Tutumlu au micro de Marca, cet homme est un agent turc, me semble-t-il, il dit « Le deal a été fait par Pini Zahavi et une compagnie nommée Sport One Middle East dans laquelle Abdallah Lemsagem, un agent marocain, est un des agents. » Pardon. Il y a aussi Joan Laporta et Alejandro Echevarria qui sont impliqués. Alejandro Echevarria étant le beau-frère de Joan Laporta. Donc, tout ça pour vous montrer l'importance que Zahavi a eu pendant, on va dire, 15 ans à Barcelone. Avec la nouvelle présidence et Bartomeu, Zahavi n'a quasiment rien. C'est pas... Maintenant, il est sur d'autres deals. Il a pris un peu de recul, vous allez me dire, on ne l'entend pas dans les très grosses sommes. C'est oublié que c'est lui qui organise le deal d'Alex Teixeira en Chine, qui est estimé, je crois, à 60 millions. Et surtout, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui le conseiller privé du père Neymar et du joueur. J'ai déjà rappelé que déjà en 2010, il y avait eu un rendez-vous à New York pour une offre de Chelsea où Zahavi était dedans. Mais maintenant, toutes ces dernières années, quand Manchester United était intéressé par le joueur, et on retrouvait Wagner Ribeiro, l'agent de Neymar, là-bas, mais également Zahavi. Et Zahavi avait tellement la confiance du clan Neymar qu'il y allait des fois tout seul pour être en représentation. Pour vous montrer quand même le mec... la confiance qu'il donne aux gens. Et quand tu donnes autant de confiance à des mecs autant puissants, c'est que tu arrives à contenter tout le monde. Je vous dis, c'est le billard à trois bandes. Maintenant, je vais prendre d'autres exemples, et notamment Jorge Mendes. Quand Jorge Mendes, on dit qu'avec Mino Raiola, c'est les deux grandes puissances. Moi, je vous le répète, ce sont des joueurs de bonne taux. Parce qu'il faut toujours revenir à la main qui t'a donné à manger. Et la main qui t'a donné à manger, excusez-moi, encore une voiture, à Mendes, qui lui présente Abramovich au début des années 2000 ? Zahavi. Et Zahavi, quand même, qui est... Donc après, il y a Peter Kenyon, José Mourinho, je ne vais pas vous rappeler tous les deals que Mendes a fait avec Chelsea. Tout, à la base, est grâce à Zahavi. Zahavi, également, se fait présenter par Mendes à Porto. Sachant qu'il avait déjà porte ouverte à Benfica, il était à la fois dans les sphères intimes de Porto et de Benfica. En Argentine, il était à River Plate. Je vous rappelle le transfert par exemple de Fernando Cavenaghi en Russie, c'est lui. Je vous rappelle, comme dans la première vidéo, le transfert de Higuaín au Real Madrid, qui passe par un autre club, Locarno, propriété d'une société argentine détenue par Pini Zahavi. La triangulation, un jour j'y reviendrai, pour ceux qui s'intéressent, il y a la première vidéo qui en parle. Donc, il était également à Boca Juniors, avec le président Macri, qui est aujourd'hui président de l'Argentine, et qui a nommé en chef des services de renseignement Gustavo Arribas. Gustavo Arribas avait une société HAZ Sports Agency avec Pini Zahavi et Fernando Hidalgo. Ces deux personnes-là ont travaillé également avec Mascardi, qui était le premier agent FIFA en Argentine. Et quel est ce premier agent FIFA ? Par qui ? Quel biais il est venu ici ? Et qui l'a aidé à faire ses premiers liens en Europe ? Pini Zahavi. Pour l'anecdote, Hidalgo s'est embrouillé avec Mascardi, qui lui a pris des joueurs, etc. Mais tout ça pour vous montrer qu'il était à la base le premier agent d'Afrique du Sud. Qui lui a mis le truc ? Pini Zahavi. Aujourd'hui, Pini Zahavi, donc, il est agent de joueur. Il est propriétaire de certains joueurs avec des sociétés anonymes. Mais on ne peut jamais faire le lien jusqu'à lui. C'est là où il est très 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 fort. Il est propriétaire de clubs, que ce soit en Chypre et à Moucron en Belgique. Pareil, à l'intermédiaire de sociétés qui après sont revendues, etc. Mais c'est très difficile d'avoir le lien direct avec lui. Donc il a déjà ces trois trucs. Il est courtier, comme il le dit de ses propres termes, puisque c'est lui qui met en relation tout le monde. Il est aussi agent de joueur et agent de club, il le dit souvent, je représente les clubs. Il est en même temps diffuseur télé grâce à son entreprise Charlton Ltd, qui diffuse les droits de la Première Ligue en Israël et du championnat israélien. Il est également un actionnaire de Aspire Global PLC, une société valant plus de 155 millions spécialisée dans les casinos online. C'est une société israélienne basée à Malte, dont un des autres actionnaires s'appelle Eli Azur, qui dirige beaucoup de journaux en Israël. C'est-à-dire que son associé a également tout le volet médiatique. Je rappelle que c'est l'homme qui murmurait à l'oreille de Roman Abramovich, puisque c'est lui qui a fait le deal, même si Abramovich, selon un article du Télégraphe qui date de 10 ans, à un moment donné s'est plaint en disant « Bon, Pini, tu me dis il faut un peu d'argent pour lui, mais au final, c'est pas les agences, je dois toujours t'en donner un petit peu, Pini. » Mais tout ça, c'est oublier un discours de Claudio Ranieri, à la même époque, disant que si on a fait tous ces mecs-là, eh ben, c'est grâce à qui ? C'est grâce à Pini Zahavi. Donc, imaginez avoir quelqu'un ayant de l'influence dans l'Amérique du Sud jusqu'en Russie. C'est ce qu'a réussi Pini Zahavi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur Neymar, le deal, il dépasse forcément ça. Je vais rappeler une dernière anecdote qui est sur Kia Jorachian, un de ses associés, avec qui ils ont fait notamment le deal de Tevez et Mascherano à West Ham. Alors, pour resimplifier, ces deux joueurs appartiennent à Corinthians, un club brésilien. Un peu avant, Corinthians est racheté par une société qui appartient à Jorachian et à un autre agent anglo-iranien de mémoire. Néanmoins, selon la justice brésilienne, cette société est accusée d'avoir de l'argent sale en provenance de Russie, et notamment d'un homme, Boris Berezovsky. Boris Berezovsky était
réfugié en Angleterre sous un nom d'alias. La justice russe l'a demandé plusieurs fois, la justice anglaise ne l'a jamais extradé. Pareil pour le Brésil quand il y a eu des soupçons et autres de blanchiment d'argent. Alors, Berezovski, il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans, est retrouvé mort dans sa baignoire. Officiellement, c'est un suicide par pendaison. Tout ça pour dire quoi? C'est que, évidemment, on ne fera jamais de lien entre tous ces gens, c'est normal. Néanmoins, il y a des enquêtes qui sont ouvertes depuis des années. Et Zahavi, là où il est très fort, c'est qu'il ne se salit pas les mains. C'est-à-dire que ça, c'est quelqu'un qu'il connaît, c'est un mec en affaires. Mais Zahavi lui-même, et c'est sa grande force, c'est qu'il tient une parole. S'il vous dit « je vais t'arranger », il va t'arranger. Par exemple, il était très ami avec les gens de Liverpool dans les années 80, un peu avant les années 80. Il était journaliste à l'époque. Liverpool cherchait à s'adapter aux conditions de Rome, le lieu de la finale de la Coupe d'Europe. Zahavi organise quelques jours avant cette finale un match Liverpool contre l'équipe nationale d'Israël en Israël, qui est également sponsorisé à l'époque par Budweiser. L'anecdote, pour ceux qui s'intéressent, c'est dans des livres d'entretien sur les années 80 des joueurs de Liverpool faits par Simon Hughes. Simon Hughes a fait sur les années 80, 90 et 2000. Bon, voilà, parenthèse finie. Tout ça pour dire quoi? C'est que, comme je vous dis, c'est un matchmaker, un dealmaker. C'est quelqu'un qui est capable de faire mettre à la table 2 personnes qui se détestent et d'arriver à les faire parler. Et ça réclame évidemment une grande culture, le fait d'être polyglotte, il parle 5 ou 6 langues, le fait d'être cultivé et de connaître, que ce soit au niveau légal, au niveau juridique, au niveau émotionnel et humain. Et c'est là où Zahavi, je pense, est au-dessus de tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un joueur de bonneto. Aujourd'hui, on va me dire qu'il a pris du recul, il a 73 ans. Mais si tu prends vraiment le mec qui compte, c'est lui. Et je vais terminer par une dernière anecdote, pourquoi pas. Selon le livre d'Alban Traquet sur Abramovich, qui est sorti en 2008, c'était déjà Zahavi qui avait introduit à Abramovich Avram Grant, qu'on trouve après beaucoup en Angleterre, dans tous les clubs où il avait de l'influence, avant un match du CSK. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur le Barça, sur Neymar et tout ça, je sais que c'est compliqué. La seule chose, comme je vous dis, on ne peut pas savoir. Maintenant, avec Zahavi aux commandes, on ne peut pas savoir. Peut-être qu'il va défendre le Barça, peut-être ci, peut-être là. Il y en a qui sont dans la thèse complotiste en disant que tout ça, ce départ de Neymar, serait fait pour que Laporta revienne et que Laporta reprenne la présidence avec, au final, qui tirerait les ficelles. Il n'y a aucun fait qui étaye cette thèse. La seule chose, c'est que Zahavi a déjà fait des transferts marquants dans l'histoire. Ce ne serait pas le premier ni le dernier et qu'aujourd'hui, il n'a pas besoin d'argent. Et c'est quand même rassurant, une seule chose quand tu es dans les négociations, c'est quand tu es avec lui, tu sais très bien que c'est direct. C'est direct. Maintenant, la seule chose, c'est de voir quel intérêt il y a derrière sur ce dossier de Neymar, qui, je le rappelle, malheureusement, n'est pas forcément lié uniquement au foot. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.